Lettres romandes, un podcast littéraire et irrégulier proposé par Julien Sansonance. Épisode numéro 10, je reçois l'écrivain Jean-Michel Olivier autour de son livre Éloge des fantômes paru à l'âge d'homme. Jean-Michel Olivier, bonjour. Bonjour, Julien. Merci d'avoir accepté notre invitation à ce podcast Lettres romandes. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de votre parcours personnel, professionnel et peut-être surtout littéraire ? Oui, c'est une vieille histoire. J'ai en fait enseigné pendant près de 40 ans au collège, c'est-à-dire au gymnase genevois, le français, la littérature française, l'anglais aussi. Et puis, à peu près en même temps, c'est-à-dire dans les années 70, j'ai commencé à écrire et puis à publier mes premiers livres au début des années 80. En 81, à l'âge d'homme, et puis en France. Et puis ensuite, les livres se sont succédés de manière assez régulière et tout à fait, mettons, inattendue. Puisque je publie, là j'ai publié l'année dernière le 26e ou le 27e livre à l'âge d'homme, et donc j'ai toujours mené cette double vie d'enseigner et puis d'écrire en même temps. Est-ce que c'est quelque chose oui, qui est presque, mettons, une triple, une quadruple, puisque il y a évidemment la vie de famille, il y a évidemment d'autres choses qui viennent se greffer là-dessus. Mm-hmm. Est-ce que la littérature se nourrit de l'enseignement et vice-versa ? Est-ce que le contact avec les étudiants, avec les élèves, permet d'enrichir aussi son écriture ? Écoute, je dirais que écrire console de l'enseignement, comme enseignement console de l'écriture parfois. C'est une dialectique assez particulière, je dirais, mais au fond qui fonctionne assez bien. C'est vrai que parfois ça marche pas, ou on n'est pas content dans l'enseignement, c'est vrai. On accumule, ou en tout cas moi j'accumule une colère, une rage ou quelque chose en tout cas en moi, et qui se déverse dans l'écriture. Et le contraire aussi, quand on est bloqué dans un texte, dans un livre, c'est parfois très très bien, très salutaire de se trouver face à une classe de 20, 25 garnements qui n'ont pas toujours grand-chose à faire de ce qu'on peut leur apprendre. Alors, je parle à un enseignant avec une certaine bouteille, une certaine expérience. Est-ce que vous pouvez porter un regard sur l'évolution des connaissances, des capacités des élèves ? Vous enseignez depuis quelques années maintenant. On entend parfois que notamment l'orthographe serait en chute libre, que le français d'une manière générale est beaucoup moins acquis par les élèves. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté, ou au contraire, est-ce qu'il y a des bonnes surprises ? Il y a toujours des bonnes surprises. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à enseigner. J'ai toujours été d'une certaine manière du côté des collégiens parce que j'ai toujours trouvé intéressant, dynamique, posant des bonnes questions, même quand ils étaient complètement à côté du cours et ils ne faisaient rien. Mais et donc moi, j'ai toujours apprécié ce côté-là. Je pense que c'est une question évidemment qui se pose aujourd'hui, qui est extrêmement difficile à régler, mettons, savoir si on a fait progrès ou pas, si on maintient une espèce de niveau. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que il y a une grande difficulté, mettons, ou une difficulté de plus en plus grande à aborder les textes classiques ou les textes difficiles ou les textes longs, hein. La première chose, au fond, qu'un élève vous demande quand on va commencer un nouveau livre, c'est: est-ce que c'est long? Combien de pages, monsieur? Au fond, c'est la seule chose. Si on pouvait les peser avant, hein, les livres, ça serait pas mal. On ferait ça au poids. Mettons, l'étranger, c'est 250 grammes. Belle du Seigneur, c'est 1,5 kg, etc. Et donc, il me semble qu'à ce niveau-là, ça a changé quand même, parce que aborder des textes plus difficiles et plus longs, comme ça, un peu plus astreignants, c'est difficile. Ce qui a changé surtout, à mon avis, c'est le temps de
toujours la même question, le temps d'attention. Hein, l'attention est flottante, elle est coupée, elle est segmentée maintenant, il me semble. De plus en plus, d'ailleurs, on nous apprend, aux profs, on leur apprend à faire des séquences relativement brèves, n'est-ce pas? Avant, moi, j'ai appris, au fond, à enseigner avec des séquences d'une heure d'enseignement, c'est-à-dire 45 minutes. Et puis, on réglait tout sur 45 minutes, puis les élèves essayaient de suivre et s'accrochaient, etc. Et maintenant, bon, c'est des séquences de 10 minutes, un quart d'heure, il faut changer de rythme, etc. Donc là, ça a changé à ce niveau-là. C'est ça, c'est ça. Il y a la responsabilité, semble-t-il, des écrans, hein, des réseaux, enfin du fait d'être hyper connecté. On a, semble-t-il, les élèves ont beaucoup de peine à maintenir leur attention plus que quelques minutes. C'est ce dont vous nous parlez à l'instant. Encore un dernier mot peut-être sur votre parcours littéraire. Vous avez mentionné que vous avez écrit un certain nombre de livres, plus d'une vingtaine. Est-ce qu'il y en a un qui sort du lot selon vous? Est-ce que vous avez un livre préféré parmi toute votre production littéraire? Ah, c'est difficile, c'est comme les enfants. Hein. Si on en a plusieurs, on peut difficilement dire qu'on préfère tel et tel, le blond, ou bien la petite noiraude, ou le rouquin aux autres. Hein. D'une manière générale, bon, il y a des livres qui sortent peut-être du lot. C'est l'enfant secret, c'est l'amour nègre. Et puis bon, les derniers livres aussi, ceux sur lesquels on a travaillé, qui sont les plus récents, un peu les nouveaux-nés comme ça. Oui. Mais autrement, c'est vrai que c'est difficile de faire une hiérarchie, mettons, parmi les livres publiés. Oui, tout à fait. L'amour nègre qui vous a valu une certaine notoriété en francophonie. Est-ce que vous avez aimé cette période? Est-ce que vous avez aimé les flashs et les projecteurs? Ah, il faut aimer la folie. Hein. C'est une période évidemment qui a duré environ 2 ans, mettons, une période absolument exceptionnelle. Que je dois au livre, c'est certain, mais surtout aussi aux éditeurs. Vous en parlez d'ailleurs dans Éloge des fantômes, dont on parlera dans quelques instants. Voilà, Bernard de Fallois et puis Vladimir Dmitrievitch. C'est vrai que en France, on est dans une autre dimension dans l'édition. Mettons, l'édition était vraiment un business, un commerce, c'est-à-dire que les éditeurs cherchent à quand même rentabiliser ou vendre leurs livres au maximum, ce qui n'est pas tout à fait le cas en Suisse, mettons. Là, en l'occurrence, il a été très vite pris dans la course des prix et c'est une espèce d'hystérie évidemment qu'on regarde à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, puisque là mon livre avait été sélectionné. Il n'a pas été sélectionné dans les premières sélections, mais il a été sélectionné dans les 2 dernières. Et puis à partir de ce moment-là, c'est vrai, la tension monte. L'éditeur nous appelle tous les jours, etc. Il a agi de son côté, c'est-à-dire que il a pris des contacts, il s'est renseigné, etc. Et moi, évidemment, venant de Suisse, de Genève, bon, j'étais un tout petit peu à l'extérieur de cette folie. Et puis à partir du moment où le prix est attribué, alors là, on contrôle plus rien du tout. Ça, c'est vrai, c'est comme si une grande limousine arrivait vous prendre devant chez vous, et puis ensuite vous savez pas où vous allez, et c'est le chauffeur qui décide. Et là, bon, on passe en effet aux radios, aux télévisions, etc. Et puis le plus extraordinaire, je trouve, c'est que ça prolonge de manière fantastique la vie du livre. D'une manière générale, les livres aujourd'hui ont une vie de plus en plus brève. Parfois, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être au maximum. Tandis que là, pendant une année, plus d'une année, eh bien, il a été dans les librairies, aux devantures des librairies. Il était mis avec les prix littéraires, avec Houellebecq, avec Virginie Despentes, etc. Donc, bon, c'est une satisfaction fantastique. C'est ça. On va parler de votre livre Éloge des fantômes, où justement vous décrivez un petit peu l'envers du décor, finalement tout ce qui se passe, les heures, les minutes avant, avec le fait de devoir être présent près du restaurant. C'est très bien rendu et c'est très intéressant. Peut-être avant de parler de ce livre, encore une dernière question. On est en période évidemment de confinement, une période de semi-confinement en Suisse, une période tout à fait particulière.
Confinement et littérature. Sur les réseaux sociaux, vous êtes actif. Assez souvent, vous êtes assez piquant, disons, sur les productions littéraires qui surgissent comme ça de cette période de confinement. Est-ce que le confinement et la littérature font bon ménage? A priori, il y a une solitude de l'écrivain qui est traditionnelle, qui est immémorielle, qui est exacerbée aujourd'hui. Et puis, il y a ces romans du confinement un petit peu narcissiques qui commencent à sortir. On sent que la prochaine rentrée littéraire, pour autant qu'elle ait eu lieu, va sans doute donner lieu à des sorties autour du confinement qui seront faites de manière plus ou moins élégante et intelligente. Qu'est-ce que vous pensez de cette période et qu'est-ce qu'on peut en tirer d'un point de vue littéraire? Alors là, on verra. Pour l'instant, c'est rien du tout. On est en plein dedans. Ce qui est sûr, c'est que le confinement, c'est un peu la condition de l'écrivain d'une manière générale. Beaucoup d'écrivains ont écrit dans ces conditions-là, et même dans des conditions plus sévères, en prison, comme Solzhenitsyn ou Genet, enfermés, etc. Il y a à la base, en effet, cette situation un peu d'enfermement, de confinement, mais la nôtre est quand même très particulière parce que c'est un confinement un peu de luxe, de privilégiés souvent, n'est-ce pas? Et puis, c'est vrai que cette mode des journaux de confinement, de tenir un journal de confinement, moi je trouve ça très 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 bien finalement, d'essayer de marquer le temps, puisqu'on a beaucoup de temps, on a tout le temps même maintenant d'écrire ou de travailler. Et puis non, mais la question c'est de savoir quel intérêt ça peut avoir pour les autres. Et puis si à partir de ce journal de confinement, on peut arriver à, créer une œuvre véritable, quelque chose qui a de l'intérêt, mettons, pour les autres. Pour l'instant, moi, j'en ai lu deux ou trois journaux de confinement, dont celui de Leïna Slimani. Ça n'a pas un très grand intérêt, hein. C'est une sorte de journal intime d'une bourgeoise parisienne dans sa résidence secondaire. Franchement, ça n'a aucun intérêt. Et donc, il faut attendre un tout petit peu. Et puis bon, l'œuvre, elle s'impose par elle-même. Hein. C'est pas le confinement qui va l'imposer, hein, d'une manière générale. Tout à fait. Très bien, on va parler de votre livre Éloge des fantômes. C'est le dernier livre paru, hein, sauf erreur, Jean-Michel Olivier. Oui. À ma connaissance, c'est le dernier. Paru à l'âge d'homme récemment. J'en ai écrit un autre et puis qui est maintenant bloqué je sais pas, qui a été bloqué par le virus là, je sais pas. Donc. Alors on va en parler. On va parler des projets aussi. Éloge des fantômes, donc une série de portraits élogieux pour le coup, de personnalités que vous avez rencontrées. Vous leur parlez à ces fantômes, d'ailleurs vous vous adressez parfois en tu, parfois en vous. Où sont-ils ces fantômes aujourd'hui, Jean-Michel Olivier? Alors, ils sont tous dans mon cœur, au fond. C'est ça le point de départ du livre. Il y a 2 ans, j'étais à Bali avec des amis, avec ma femme, ma famille, etc. Et on était là pour une petite cérémonie de dispersion des cendres d'un ami qui est décédé il y a plus de 10 ans et qui voulait, au fond, que ses cendres soient répandues à Bali. C'était une cérémonie tout à fait particulière, hindouiste à la balinaise, c'est-à-dire un peu foutraque, avec des gens qui chantaient, qui riaient, qui dans tous les sens. Ce n'est pas du tout une cérémonie funèbre au sens occidental du terme. Et à partir de là, c'est vrai, j'ai participé à cette cérémonie. Et à partir de là, bon, il y a quelque chose qui s'est déclenché. J'ai eu envie d'en parler, et puis de parler de Marc Yourt, qui est le premier de ces fantômes, qui était un ami, à la fois un ami, un collègue, qui a enseigné dans le même collège que moi, un graveur, un peintre, etc., dont je me suis quand même aussi beaucoup occupé. Et je me suis aperçu de la place qu'il occupait au fond dans mon cœur, et puis de ce qu'il me manquait énormément, mettons, comme présence chaleureuse, comme amitié, comme interlocuteur, etc. Et lui, on a attiré un autre. Lui a travaillé avec Michel Butor
que j'ai aussi bien connu. Donc, on a parlé ensuite on est passé à Michel Butor et on est passé, et les fantômes au fond se sont un peu appelés les uns les autres, se sont donné la main. Pour former cette espèce de ronde des 13 fantômes du livre, avec à chaque fois, en effet, à la fois de l'admiration, c'est un exercice d'admiration, à la fois de l'amitié, de l'amour, et puis une occasion aussi de leur dire ce que je n'ai peut-être pas pu ou su leur dire de leur vivant. C'est ça, c'est toute une réflexion finalement sur la mort, sur la mémoire. En littérature, ces thèmes de la mort et de la mémoire, qu'est-ce qu'ils représentent pour vous? Est-ce qu'on peut écrire sans réfléchir sur la mort, soit celle des autres, soit finalement la sienne? À travers ces portraits, vous parlez d'eux et indirectement, vous parlez de vous aussi. J'ai compris ce livre aussi comme une sorte de bilan intermédiaire, finalement, une réflexion sur, pas votre propre disparition, mais la disparition des gens et du temps qui passe, d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut le comprendre comme ça? Tout à fait, tout à fait. C'est un livre sur la disparition, sur la mort. Bon, en littérature, c'est très particulier, vous savez, puisque vous le savez aussi bien que moi, hein, puisque vous écrivez aussi des livres, c'est très particulier parce que il y a une espèce de combat avec la mort quand on écrit, et d'un autre côté, bon, en littérature, la mort n'existe pas, dans le sens où les livres nous survivent, dans le sens où les personnages qu'on crée ont souvent leur vie propre, et puis continuent sans nous, au fond. Et en effet, c'est ce qui nous permet de lire encore Rabelais, Flaubert, et tous les auteurs du passé qui sont diablement vivants encore. Madame Bovary est encore tout à fait vivante, elle est même immortelle d'une certaine manière. Donc, il y a ce combat avec la mort, et puis il y a ce fait que, bon, parfois, en effet, la littérature permet à la fois de défier, de triompher de la mort, de passer outre. Et là, on peut, dans les fantômes sont éternels d'une certaine manière. Hein, on peut les chasser, ils reviennent, ou parfois ils reviennent pas régulièrement, mais ils sont toujours là. Tout à fait. Peut-être que la période actuelle aussi de confinement, d'épidémie, de pandémie anxiogène, angoissante, elle est aussi littéraire en cela qu'elle nous rappelle notre condition de mortel, et qu'il faut produire, il faut peut-être produire beaucoup, rapidement, se dépêcher d'une certaine manière, parce que, comme le veut la formule, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Absolument. Je pense que ça, c'est bon, c'est peut-être un des côtés positifs de ce satané virus là, qui fait quand même pas mal de victimes, mettons, et de victimes parmi les proches, évidemment. Mais il nous rappelle en effet la menace de la mort. Il nous rappelle notre condition de mortel, et le fait qu'on ne maîtrise pas tout. D'une manière générale, c'est vrai, on a tendance à se croire dans ce monde mondialisé et capitaliste de maîtriser absolument toutes les données de l'existence, n'est-ce pas, avec une espèce de richesse qui peut que s'accumuler, ou en tout cas, mettons qu'on peut accumuler au fil de la vie. Mais là, bon, il y a un grain de sable, et il y a un rouage qui ne fonctionne pas, en effet, et puis on est brusquement confronté à cette menace directe de mort. Et là, c'est vrai que bon, il y a un sentiment d'urgence qui naît de là, et puis une peur aussi, une panique peut-être qui est aussi entretenue, je dirais quand même un peu trop par les médias, hein, qui ne parlent plus que de ça, alors que ça serait l'occasion de parler aussi d'autres choses, en particulier des livres. Oui. Oui, qui sont les victimes aussi directes du coronavirus, hein, en tout cas dans la presse. Voilà. En France, c'est assez marrant parce que les journaux, enfin tout le monde, et sur Facebook aussi, dit oui, profitez de cette période pour lire, pour relire, etc. Très bien. Mais les journaux pourraient, en tout cas, mettons,
conseiller des lectures ou faire des encarts sur des livres qui viennent de paraître ou qui ont paru il y a pas très longtemps, etc. Mais il n'y a pas grand-chose comme conseil, hein. Il y a surtout, évidemment, toute une tartine sur ce virus. On peut craindre effectivement en sortie de pandémie, qui est tout à fait encore hypothétique, on n'en voit pas encore le bout, mais moi, je crains un petit peu que les journaux prennent prétexte de cette pandémie pour supprimer encore plus de contenu littéraire. Et puis une fois qu'on revient à une certaine normalité, je suis pas sûr qu'on les retrouve à la fin, ou en tout cas pas sous la forme qu'elles, disons qu'elles sont aujourd'hui. On se plaignait déjà beaucoup avant. Et à juste titre, de la diminution de la place de la littérature romande, notamment dans les quotidiens, dans les magazines. Et je ne suis pas sûr que cette pandémie aille vraiment pour le mieux à ce niveau-là. Ouais, je partage exactement les mêmes craintes, hein. Je pense qu'en effet, le système va reprendre, mais qu'il laissera quand même passablement de personnes sur la touche et que bon, il y aura des dégâts collatéraux, comme vous dites, qui seront vraiment importants. Et je pense qu'en effet, la culture en particulier, les livres, etc., qui est un domaine qui souffre beaucoup de cette pandémie, hein. Moi, j'ai beaucoup d'amis comédiens, metteurs en scène là, qui sont simplement sans emploi, qui ont travaillé, qui ont préparé leur pièce et qui ne peuvent même plus la jouer, hein. Et puis dans 2 mois, 3 mois, ça sera plus tout à fait la même chose. Et donc, en effet, il y aura beaucoup de victimes de ce virus, et j'ai l'impression qu'on va reprendre, mais en particulier dans la presse, mais avec avec une dimension beaucoup plus modeste, ou qu'on va encore, mettons, diminuer les postes de journalistes, et puis diminuer les pages littéraires. Pour en revenir à votre livre, Jean-Michel Olivier, Éloge des fantômes, il y a aussi un intérêt pour l'art. Finalement, il y a beaucoup de portraits d'artistes. C'est aussi l'occasion, ces portraits, de petites digressions sur les rapports entre peinture et littérature, entre les différentes formes d'esthétisme. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous intéresse? On le sent à travers ces portraits. Oui, moi j'ai toujours été fasciné par les destins d'artistes. Non, c'est assez particulier. C'est vrai que pour moi, il y a deux sortes de héros au fond, les artistes et les sportifs. Parce que dans leur domaine, ce sont les seuls qui ne trichent pas. Mettons un peintre, par exemple. Les sportifs, c'est un peu moins sûr, mais c'est vrai, vous avez raison. Mais là, les peintres, ceux que j'ai connus, en tout cas, ne trichaient pas. Ils donnaient tout ce qu'ils pouvaient donner à leur peinture, sans réfléchir, sans retenir, sans rester sur leurs acquis, etc. Et puis, bon, les écrivains, c'est aussi un peu la même chose. C'est presque une éthique du don, comme ça. On donne aux autres et on se donne soi-même. Et c'est vrai que moi j'ai toujours été attiré par les musiciens, les peintres, les sculpteurs, les hommes de théâtre, les acteurs aussi, d'une certaine manière. Et puis bon, on retrouve tout ça dans la littérature. Oui, tout à fait. Il y a aussi un thème, enfin disons, un objet qui traverse aussi certains portraits, c'est les revues littéraires. En Suisse romande, il y a un certain nombre de nouvelles revues littéraires qui ont été créées récemment. Je pense à la 5e saison, je pense au projet Les plus belles plumes de Jean-François Fournier. Et il y a cette revue littéraire Digraphe dont vous parlez à plusieurs reprises. Est-ce qu'elle a joué un rôle particulier pour vous dans votre formation littéraire? Et puis, peut-être en deuxième partie de question, qu'est-ce qu'une bonne revue littéraire? À quoi devrait ressembler la revue littéraire idéale, selon vous? Oui, c'est une bonne question. L'époque a changé. On n'est plus tellement dans cette dynamique des revues littéraires. Il y en a encore, évidemment, heureusement. Hein, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, au fond, au début des années 80, bon, il y avait une espèce de dynamique des revues littéraires, et au fond, sans réfléchir, c'est vrai que
j'envoyais des premiers textes à des revues françaises en particulier, bon, suisses aussi. Il y avait Écriture à l'époque. Et puis, c'est comme ça qu'on entrait un peu dans le métier d'une certaine manière. Hein. Et puis après, bon, pour en revenir à Digraph très rapidement, c'est vrai que c'était une revue qui était, comment dire, financée par le Parti communiste français. Et donc, bon, moi, je le savais pas au départ. Et très vite, je me suis retrouvé, en effet, bon, entouré de gens qui fréquentaient de très près le Parti communiste. Et puis, ça m'a permis aussi de rencontrer Jean Rista. Par Jean Rista, ça m'a permis de rencontrer Aragon. Et puis, dans le monde des personnalités extraordinaires. Il y avait aussi une espèce de générosité ici, tout à fait étonnante. Et puis, bon, une attention, au fond, à la littérature, à ce qu'on pouvait faire ou créer à l'époque. C'était dans les années 80, il y avait un mouvement d'avant-garde qui était très fort. Et donc, il y avait pas mal de demandes, d'offres et de demandes. Hein. Aujourd'hui, c'est peut-être un tout petit peu particulier parce que c'est vrai que les revues, on les trouve peu dans les librairies. Il y a d'ailleurs de moins en moins de librairies aussi. Donc, peut-être que la filière est un tout petit peu différente, mais elles sont évidemment très très importantes, comme la 5e saison là en Suisse, qui est une très bonne initiative au fond. Et puis bon, l'initiative de Fournier, un peu folle, de lancer en effet cette plateforme réservée uniquement aux écrivains. Absolument, sur un format nouveau, enfin nouveau, plus tellement nouveau, mais disons nouveau par rapport à ce qui existait traditionnellement des revues écrites, hein, puisque Les Plus Belles Plumes est une revue uniquement en ligne. Donc voilà, il y a des expérimentations, il y a des possibilités techniques nouvelles aussi, les podcasts aussi peut-être, hein, dans un registre différent, mais qui permettent d'essayer de parler, de parler du livre, de faire vivre le livre et les écrivains, effectivement. Jean-Michel Olivier, avant de conclure cet entretien, j'aimerais vous poser peut-être une question sur votre actualité, sur vos prochains livres. Vous avez évoqué qu'un prochain livre est peut-être bloqué dans les tuyaux quelque part. C'est vrai que parmi les nombreuses victimes collatérales du coronavirus, eh bien, c'est vrai que tous les auteurs qui ont soumis des manuscrits sont dans une période aussi un petit peu angoissante et compliqué, hein. C'est parfois 2, 3, 4 années de travail qui ont été envoyées et puis qui se sont peut-être perdues, qui se sont peut-être en train de s'entasser dans quelques boîtes aux lettres parisiennes. Où est-ce que vous en êtes, Jean-Michel Olivier, dans votre processus d'écriture actuellement ? Alors, comme vous le savez, on domine pas, on maîtrise pas toujours l'écriture d'un livre. On peut chercher, tourner autour d'un sujet pendant longtemps, et rien ne se passe, commencer, et puis abandonner, et puis revenir, et puis on n'est pas content, etc. Et puis par contre, il y a des livres, bon, qui s'écrivent, sinon tout seul, en tout cas s'écrivent assez facilement. Et c'est vrai que là, c'est une espèce de roman noir sur une femme fatale qui s'appelle Lucie d'Enfer. C'est un roman relativement court. Le dernier donc que j'ai fait, qui n'était pas prévu dans ma longue bibliographie, mettons, mais parce que je prévois absolument rien du tout. Mais là, en l'occurrence, bon, c'est un sujet qui s'est imposé de soi-même à partir de, comme toujours, d'une scène ou d'un événement autobiographique, mettons. En effet, en 2 mots, hein, si je vous parle du livre, c'est je me suis rendu à une sorte de jubilé d'un collège genevois qui fêtait ses 50 ans d'existence, le collège Rousseau. Et puis là, on avait affiché en effet des photographies d'à peu près tous les collégiens qui avaient passé par Rousseau. Alors moi, j'ai cherché évidemment ma volée. J'ai retrouvé
des photographies de presque tous mes amis. La mienne n'y était pas. Et puis, en discutant avec des amis de très longue date, au fond, on s'est posé des questions sur les personnes qui n'étaient pas sur la photo. Et puis, en particulier de cette femme dont je parle dans le livre, qui s'appelle Lucie, et qui a eu, au fond, comment dire, un destin un peu particulier, même très particulier, puisqu'au au fond, elle a été mariée plusieurs fois, tous ses maris sont décédés, etc., dans des circonstances tout à fait étranges. Et puis on a commencé, voilà, le sujet était là. Cette femme, évidemment, moi je l'ai connue d'assez près aussi. À l'époque du collège, et puis en faisant un peu d'enquête, j'ai essayé d'imaginer sa vie et j'ai essayé d'imaginer son parcours. Et voilà comment, au fond, le livre est né à partir d'une photo qui n'était pas, qui n'était pas là. D'accord, et là il est à l'état donc de manuscrit, vous l'avez déjà soumis? Oui, là, le livre est terminé. Et puis bon, alors avec évidemment ces événements, ces confinements, les les éditeurs sont extrêmement embêtés, hein, encore plus peut-être que les écrivains, parce que eux ne peuvent rien faire du tout, ils sont bloqués complètement. Même les plus grandes maisons d'édition comme Gallimard, Grasset et autres ont complètement cessé toute activité. Oui. Et donc, les livres qui étaient prévus au printemps probablement seront repris et seront publiés à l'automne, avec d'autres livres aussi qui étaient prévus aussi à l'automne. Donc bon, tout ça va être assez chamboulé. Oui. Et puis, il y aura une rentrée qui sera très, très mouvementée et puis très, comment dire, avec beaucoup un trafic très important. Ouais, absolument. Et puis ça change complètement le contexte aussi de réception et d'écriture du livre, hein. Je prends un exemple peut-être un peu plus personnel, mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur un manuscrit qui était dans un contexte, le contexte des Gilets jaunes en particulier. Et bah, c'est quelque chose, alors j'ai envie de dire que les problématiques autour des Gilets jaunes n'ont pas disparu, mais on est passé dans une phase d'actualité qui est complètement différente, complètement nouvelle. Et j'ai l'impression que, ma foi, il y a des manuscrits, peut-être comme celui-là, je l'espère pas, mais il y a un certain nombre de manuscrits qui risquent de tomber un petit peu à plat parce que finalement le contexte de réception du livre a complètement changé. Jean-Michel Olivier, oui, on va, Ah non, c'est celui qui voulait écrire un livre à la gloire de Greta, par exemple. Bon, c'est vrai que là maintenant, il y a peut-être quelques... Il faudrait mettre Greta et le virus ou bien quelque chose comme ça. Ouais. Peut-être une des rares bonnes nouvelles dans cette tourmente du coronavirus. Voilà, bah Jean-Michel Olivier, est-ce que je peux vous demander pour dernière question une ou deux recommandations de lecture ou d'écrivains qui faut-il lire aujourd'hui dans la littérature suisse romande? Est-ce qu'il y a des textes qui vous ont particulièrement plu dernièrement, ces derniers mois? Alors, le dernier texte que j'ai vraiment, mettons, beaucoup aimé, c'est un texte de quelqu'un qu'on connaît, que vous connaissez aussi très bien, qui est Pierre Béguin, hein, qui a écrit un livre qui s'appelle La scandaleuse Madame B. Et qui est au fond une espèce de roman vérité inspiré par Truman Capote sur la fameuse affaire Bauer. Enfin, je dis fameuse parce que bon, c'était fameux dans les années 50, 60, etc. Et que cette femme a un destin absolument extraordinaire. C'est vraiment une femme, un destin romanesque et universel, dont on a peu aujourd'hui, on se rend pas compte de l'impact qu'elle avait en Suisse, en France, où elle passait pour une représentante d'une créature infernale. Et bon, Pierre Béguin a raconté son histoire, justement, a repris son histoire, ses procès, ses évasions, sa cavale, etc. Et ça, c'est vraiment un des derniers livres. Mettons, il est paru au mois de février, je crois, début mars. Chez Albin Michel. Et vraiment, c'est un très bon livre que je conseille. D'accord, très bien. Ben, on se réjouira aussi de recevoir certainement sur ce podcast Pierre Béguin pour son livre paru chez Albin Michel. Jean-Michel Olivier, ben, merci beaucoup pour nous avoir accordé cet entretien. Et puis, on se réjouit de lire votre prochain livre dont vous nous avez fait part en exclusivité de Jean-Michel Olivier. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Julien. Bonne journée. C'était Lettres romandes, un podcast littéraire proposé par Julien Sansonance. Retrouvez tous nos épisodes et abonnez-vous sur iTunes, Google Podcast et sur lettresromandes.ch. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à mettre un pouce bleu sur Facebook.